Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes en direct depuis la foire de Paris, effectivement, avec Joseph Taillefer. Bonjour, vous êtes auteur, conférencier, secrétaire général de Plastalliance et vous avez publié Alto Plastic Bashing. Bashing Lintox, exactement. Bashing Lintox, il y a beaucoup de plastique ici. Tout à fait, là on est en face des stands du bâtiment. Le bâtiment, c'est le deuxième secteur de l'industrie plastique, donc bonjour à toutes les entreprises qui fabriquent des fenêtres en PVC ou qui utilisent du polystyrène pour la rénovation. Ergun Toparslan, délégué général de Territoire de Progrès, bonjour. Franck Tapiro, publicitaire, fondateur de Diaspora Défense Force, bonjour. Rebonjour, vous étiez avec nous pour parler médias, publicité il y a un instant, et Arnaud Stéphane, fondateur de l'agence La Note de Com, la Note de Com, pas la note.com, la Note de Com. On va revenir sur ce 1er mai où il y a eu un certain nombre de manifestations, des militants socialistes agressés, Jérôme Gage encore visé. Et moi, ce qui m'a interpellé, des slogans qui n'avaient strictement rien à voir avec les droits des travailleurs. On a eu à peu près tout et n'importe quoi. Évidemment la Palestine, évidemment un certain nombre de débats, de revendications communautaires. On va parler du Rassemblement national, du cahier de doléances des Gilets jaunes. Ce matin, vous avez peut-être entendu dans la matinale de Jean-Jacques Bourdin cette information. Les cahiers de doléances vont être rendus publics et le rétablissement de l'ISF est la première proposition que les Français ont pu faire. On va commencer avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. On va commencer avec du un peu plus léger avec vous, Ergun, avec un coup de cœur. Oui, mon coup de cœur était lié à l'annonce hier du rachat de l'US Créteil-Lusitanos par Xavier Niel. Un petit coup de cœur parce que déjà tout d'abord l'annonce était originale, propre à son style. Xavier Niel l'a fait sur la plateforme X en faisant croire que c'était un petit pari avec un internaute, et ça s'est concrétisé avec le communiqué de presse et aussi le club de l'US Créteil-Lusitanos qui l'a annoncé officiellement et qui en est tout à fait ravi. Donc c'est un club qui a une belle histoire quand même. Il y a eu de beaux parcours en Coupe de France, un très grand club de la région Île-de-France et qui est actuellement en National 2 et avec un beau projet, je pense, porteur, pourrait retrouver un niveau intéressant. Et cette annonce rentre aussi dans le contexte où il y a plusieurs fortunes françaises qui ces derniers mois ont investi dans les clubs de foot. On pense au Paris FC avec la famille Arnaud, mais aussi la famille Muliez qui a investi au FC Versailles. Et on voit que autour de Paris qui était la capitale qui avait le moins de clubs de foot professionnels, il y a plein de petits clubs qui commencent à revenir intéressants et qui pourraient très rapidement rejoindre des championnats intéressants de Ligue 2 et de Ligue 1. Donc en plus du Red Star, on aurait le Paris FC, on espère l'US Créteil, FC Versailles. On aura un très beau championnat autour de Paris, de l'Île-de-France. Mais Xavier Niel est originaire de Créteil. Je pense originaire de Créteil, c'est la ville de Naval. C'est pour ça que c'est un enfant de Créteil, donc je pense que c'est un juste retour des choses. Ça se fait beaucoup là il a dit le club de il a dit Caris a mis la lumière sur Sevran, moi je vais mettre la lumière sur Créteil. Il a bien raison. Et alors Franck, vous êtes dans votre coup de cœur rejoint un petit peu celui d'Ergun. C'est un coup de cœur footballistique. Oui, moi je dis allez Paris, mais pas Paris SG, je dis Paris FC. Et en fait Paris FC parce que ce soir Paris FC joue à Martigues un match très important, parce que s'ils gagnent contre Martigues ce soir, ils sont assurés de passer en Ligue 1. Et oui, on aura enfin deux clubs parisiens en Ligue 1, mais je dirais avec un club vraiment parisien, parce que le PFC est le club parisien par excellence. Paris Saint-Germain, comme son nom l'indique, c'est pas Saint-Germain-des-Prés, mais Saint-Germain-en-Laye n'est pas un club parisien. Et deuxièmement, moi, je trouve que ce qui est bien avec le PFC, moi je les connais depuis des années grâce à Pierre Ferracci et Antoine Arnaud qui a repris le club et la famille Arnaud, c'est que c'est un club, je dirais, comme on les aime, c'est-à-dire avec des vraies valeurs populaires, familiale, qui n'est pas politique. C'est pas l'agence de tourisme du Qatar, par exemple, qui fait la promotion de tout ce qui est pas foot. Donc eux, ils se battent pour le football d'ailleurs. Regardez, moi je suis un enfant du PSG. Bon, je suis en procès avec eux, tout le monde le sait depuis 2 ans maintenant, et surtout suite à la banderole immonde qu'ils ont diffusée, sans être au courant. 800 mètres carrés avec marqué Free Palestine, on savait pas. Moi j'avais un éléphant sur ma terrasse hier, j'étais pas au courant. Alors que le PFC, ils se battent que pour le foot, ils se battent pour les gens, pour justement que les Parisiens aient un vrai club de cœur. Et je trouve que ces valeurs, c'est important, parce que on le dit souvent aujourd'hui, tout se perd.
le foot, moi je veux croire encore que le foot reste un sport de valeur. Et je pense que le PFC risque d'avoir ce rôle positif. On l'espère, donc ce soir d'abord ils gagnent à Martigues et qu'ils pourront montrer qu'à Paris il y a un club qui défend les valeurs. C'est un duel, c'est marrant parce que c'est un duel familial à distance. Oui. Xavier Niel, dont on va dire qu'il n'est pas dans les meilleures relations avec sa belle famille en ce moment, qui a acheté le PFC, tout le monde finalement on se retrouve là-dedans. Vous croyez qu'on peut retrouver des valeurs au foot? D'un point de vue business, c'est pas les meilleurs investissements, rachat de club de foot. Non, mais est-ce qu'on peut... C'est du soft power. C'est du soft power en termes de notoriété, c'est super important. Mais les valeurs, vous savez, encore une fois, il faut être dans les tribunes. Là-dessus, est-ce qu'on peut retrouver des valeurs populaires, familiales, avoir un club qui attire des familles, avoir un club qui prône justement une façon positive, c'est quoi? C'est plaire, c'est créer de l'émotion, et pas forcément être sur le domaine financier comme le Qatar l'est depuis le début. C'est louable, moi, vous savez, s'il n'y avait pas d'argent dans le foot, il y aurait moins de spectacles. Mais je pense qu'il y a autre chose. Quand on parle de la famille Arnaud, ils ne sont pas rentrés pour faire une surenchère d'argent avec le Qatar, mais une surenchère de valeur. Et c'est là où ils vont justement amener beaucoup de choses. On voit le publicitaire. Non, mais j'y crois vraiment. Ils n'ont aucun intérêt à faire une surenchère face au Qatar. Donc ils veulent être exemplaires. Et s'ils sont exemplaires sur le terrain et dans les tribunes, vous allez voir que les gens vont se dire, finalement, je préfère aller. Oui, il se passe quelque chose au PFC. Il y a plein de supporters qui se sont barrés du PSG pour aller où au PFC? Donc quelque part, je pense que c'est le sens de l'histoire et ils vont le prouver ce soir. Je me souviens que la dernière fois qu'il y a eu deux clubs de première division, c'était le Racing Club, le Matra Racing qui était en première division. Ça n'a pas duré très longtemps. Ils ont les joueurs pour Paris FC, ils ont les joueurs pour... On ne peut pas considérer qu'un club, évidemment, qui monte de Ligue 2 en Ligue 1, ils ont une ossature, ils ont un bon entraîneur, ils ont une infrastructure. Ferracci vraiment a fait un boulot extraordinaire. Mais aujourd'hui, il y a une ambition énorme parce qu'il y a d'abord des sponsors, Red Bull et autres qui viennent justement s'intéresser à ce club-là. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, un vrai club à Paris, avec la possibilité de quitter Charletti, ça je l'espère, parce que le club Charletti c'est compliqué, et d'être peut-être, pourquoi pas, à Jean-Bouin, et un jour, si le PSG a la très bonne idée de faire son stade à Massy, le stade du Parc des Princes sera peut-être pour le PFC. Moi, c'est ce que je leur souhaite. Mais évidemment, après, on écrit une autre histoire, il y a d'autres budgets, mais je suis absolument convaincu, vous le verrez, au démarrage, qu'ils n'iront pas faire la surenchère avec le Qatar, c'est pas leur intérêt. Ils essaieront de gravir les échelons, petit à petit. On ne veut pas être, s'ils montent en Ligue 1, ils ne veulent pas être champion la première année, à part de rares exceptions. Lens avait réussi un coup génial il y a quelques années. Mais je trouve que le PFC, ils ont autre chose à prouver. Et s'ils arrivent à s'installer dans le cœur des Parisiens, vous verrez qu'après, les capitaux viendront, le spectacle aussi. Et j'espère qu'un jour, on fêtera que le fils de Neymar ou le fils d'Mbappé joueront au PFC dans quelques années. Ce qui est drôle, c'est que à Milan, les deux clubs jouent dans le même stade qui change de nom. Extraordinaire. Le club joue. Le club joue, ah oui, ça. Oui, il change de nom. Le stade change de nom quand l'Inter ou le FC joue. Milan AC joue. Et on se rappelle aussi qu'à l'époque du Racing, les deux clubs jouaient au Parc des Princes. Ouais, c'était la grande époque. C'était la grande époque. On marque une toute petite pause et on va enchaîner sur l'actualité politique et puis la suite de vos coups de cœur et vos coups de gueule sur Sud Radio en direct depuis la foire de Paris. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. En direct de la foire de Paris. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes avec vous, effectivement, en direct depuis la foire de Paris. Foire de Paris qui a ouvert mercredi avec plus de 500 000 visiteurs chaque année. C'est l'endroit où on vient faire de bonnes affaires, où on vient équiper sa maison. Après la séquence foot, on va passer à la politique. Joseph, c'est un coup de gueule. Tout à fait. Alors moi, l'industrie est en danger. Je le dis franchement. On nous parle de réindustrialisation matin, midi et soir. Et qu'est-ce qu'on apprend cette semaine? Que vous avez des associations, et je vais les citer, Zéro Ouest France, Zéro Déchet Le Havre, qui viennent de faire un recours contre la construction de la plus grande usine de recyclage chimique des plastiques à Port-Saint-Jérôme. Je rappelle que ce projet, c'est un investissement de 2 milliards d'euros sur lesquels il y a eu à peu près 100 millions d'euros de financement public, 350 emplois à peu près qui vont être créés. 1500 emplois indirects. La France, on est l'avant-dernier européen dans le recyclage des plastiques. On est un pays dans lequel on a beaucoup d'incinération et beaucoup d'enfouissement, et on a des Américains qui ont souhaité investir près du Havre pour faire une usine pour mieux recycler les plastiques et notamment aussi les textiles.
Et nous avons ces associations donc, qui viennent de saisir le tribunal administratif. Et donc nous, la question qu'on se pose, c'est est-ce que les Américains vont aller jusqu'au bout? Parce que quand on voit un peu la jurisprudence de l'A69 commencer à faire des travaux et avoir une procédure en cours et avec tous les aléas, c'est-à-dire on commence à faire la moitié de l'usine et au milieu on nous dit qu'il faut tout détruire et revenir en arrière, ça donne pas vraiment envie aujourd'hui d'investir en France pour faire des affaires. Et donc là aujourd'hui, il y a vraiment un enjeu vraiment, on va dire, de souveraineté aujourd'hui. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 2030, si on n'a pas assez de plastique recyclé, notamment pour les emballages, c'est une interdiction de mise sur le marché des emballages français. Et là où il y a l'emballage, là où sera votre produit. Mais quel est l'argument des associations écologistes? Alors c'est très intéressant parce que quand on lit sur leur site, ils indiquent qu'en fait il n'y a pas de preuve en fait que l'usine va vraiment améliorer le recyclage. Enfin ça c'est déjà un argument assez étonnant. Si on n'a pas ici, on peut pas le savoir. Et en l'occurrence, c'est quand même une nouvelle technologie. C'est quand même, je dis, c'est la plus grande usine de recyclage chimique au monde en termes de par Solvolyse. C'est une nouvelle technologie. Et en l'occurrence, il parle de la pollution, mais en l'occurrence, il y a des études qui ont été faites pour montrer que recycler chimiquement les plastiques, c'est toujours mieux que de les incinérer. Ça, c'est même l'Union européenne, d'ailleurs, a soutenu. Je rappelle que la Commission européenne a donné 500 millions de lignes de crédit à la France pour financer cette usine. Donc, c'est-à-dire que la Commission soutient cette usine au Havre et la création de cette usine. Et nous avons ces associations franco-françaises qui viennent ensuite perturber en fait le fonctionnement et l'implantation, on va dire, de nos industriels. Donc, ça devient vraiment une histoire farfelue parce qu'en fait, la solution qu'ils proposent, c'est de dire pourquoi recycler les plastiques? Il vaut mieux les interdire. Donc, alors qu'en l'occurrence, tous les pays européens sont en train d'investir sur le recyclage et nous avons ces associations et d'autres d'ailleurs qui sont autour et des politiques qui soutiennent parfois, on va dire, ce genre de démarche qui viennent en fait torpiller notre industrie française. C'est passionnant cette histoire parce que on voit bien qu'il y a un désamour. On essaye de créer un désamour entre les Français et le plastique. Et on a vu, moi j'ai lu évidemment ton livre sur le plastique. Et on s'aperçoit que, regardez, on a ce gobelet, on ne vous voit pas pour nos téléspectateurs, les gobelets de café. On nous a dit c'est très mal, il faut remplacer les gobelets plastiques par des gobelets en carton. Bah oui, mais sauf que il y a du plastique. Il y a du plastique dedans parce que sinon ils fondent, sinon ils tirent pas la chaleur, sinon il est pas. Voilà. On a eu le problème avec les pailles. On a le problème de ce truc qui rend fou tout le monde avec le bouchon accroché le bouchon accroché à la bouteille où tout le monde s'interroge, tous les touristes qui viennent. Pas mal, parce que c'est une invention, une idée française. C'est Salma qui l'a fait. Et l'intérêt, c'est que tu perds pas le bouchon, mais surtout, c'est qu'au niveau du recyclage, tu récupères le bouchon attaché, donc tu le revends en fait, tu le valorises en matière première. L'équivalent de SpaceX plus le bouchon accroché, plutôt que le bouchon accroché. Je serais très content. Pour l'instant, on fait que le bouchon accroché. Non, mais c'est vrai qu'il y a, on rappelle, plastic bashing. J'ai reçu la semaine dernière, ou il y a 10 jours, un monsieur qui fait un carton avec son livre sur le ménage dans la maison. Et il nous a expliqué que le film plastique, en fait, était toxique, dans lequel on enveloppe le fromage. Si c'est du film qui est fabriqué en Chine ou ailleurs, hors de l'Union européenne, moi je peux pas garantir la fabrication. Par contre, le plastique qui est fabriqué dans l'UE et avec les fameuses normes européennes qui, pour moi, c'est une protection. Ouais. On peut pas venir nous expliquer que le plastique est dangereux. Je rappelle que le plastique est le matériau roi dans les hôpitaux. Et d'ailleurs, là aujourd'hui, on est entouré d'entreprises qui sont dans le bâtiment et dans la construction et la rénovation. Je rappelle quand même qu'il y a quasiment 7 ans jour pour jour en 2018, en mai 2018, il y a eu des députés français qui avaient eu quand même l'idée farfelue de vouloir interdire quand même le PVC dans les fenêtres. Heureusement, c'est pas passé. Et aujourd'hui, on se rend compte que le PVC, c'est quand même plus léger, ça coûte moins cher à fabriquer et donc ça coûte moins cher à vendre également pour le consommateur. Donc aujourd'hui, on a sans arrêt, on va dire, un pays qui attaque sans arrêt, on va dire, ses talents. Et comme j'ai entendu tout à l'heure Franck Tapiro, on est quand même, faut le rappeler, le deuxième pays européen dans le dépôt des brevets sur les plastiques et le recyclage. Et pourtant, on est mauvais. Ce qui veut dire que nos brevets partent ailleurs. On a failli faire avoir une crise cardiaque à nos voisins en face quand vous avez parlé d'interdiction du PVC pour les fenêtres puisqu'ils vont... C'est plus à l'ordre du jour, heureusement, voilà. C'est plus à l'ordre du jour. Ouais. Au-delà de ça, c'est vrai que le message et le signal qui est donné aux entrepreneurs, aux investisseurs, c'est que on souhaite attirer des emplois, créer des usines, créer de l'activité, de l'attractivité économique, peu importe le domaine d'ailleurs. Mais il est vrai qu'en France, on a une réputation qui dit que la partie administrative met plus de temps que la partie construction de l'usine pour avoir les autorisations, les validations qui vont bien. En cas
sans recours même. Et donc c'est sûr que dès qu'on rentre dans un process juridique, ce sont des procédures qui durent très très longtemps et on voit bien le monde dans lequel on vit qui va extrêmement vite. Parfois on n'a pas cette patience-là et c'est, je crois, il y a quelques mois, le choix qu'a fait Tesla entre Paris et Berlin. Ils sont partis s'installer à Berlin. C'était lié à tous ces aspects-là, aussi administrativo-juridiques. Donc je pense qu'on a besoin aussi de simplification sur ces aspects-là si on veut attirer, créer des emplois et aussi dans des... Sécurisation, quoi. C'est une sécurisation. Une sécurisation. Après qu'il y a des questionnements légitimes sur des procédures, ok, mais il faut que ça reste dans le domaine du raisonnable, rentrer dans des procédures... Enfin, surtout quand on connaît la ville du Havre avec toutes les industries chimiques à l'extérieur. C'est d'ailleurs l'arrêté préfectoral qui est attaqué, c'est le préfet, donc le gouvernement qui est attaqué. Donc j'attends vraiment que le gouvernement défende, on va dire, son arrêté pour le coup. Ce qui me sidère, moi, c'est que toutes ces histoires de bashing, surtout liées à l'environnement, l'environnement est très important, mais ça part souvent d'une peur des politiques. Il n'y a même pas de plainte, d'associations qui viennent. C'est les politiques eux-mêmes qui sont dans l'autocensure de peur que quelque chose soit pris à revers. Et vous savez qu'à 1 an de certaines élections pendant municipales, 2 ans de présidentielles, ils disent pas de vague, on repousse 1 an, 3 ans. Et à force de repousser tout ça, on repousse quoi? Création d'emplois, création de richesse, création de valeur. Je voudrais juste poser une question parce que on avait vu avec l'histoire du nucléaire qu'il y avait un certain nombre d'ONG qui sont en vérité des ONG qui dépendent d'intérêts industriels autres et particulièrement allemands et qui font un gros travail de lobbying et d'influence en France pour être contre le nucléaire et pousser d'autres énergies non pilotables. Est-ce que sur le plastique c'est la même chose? Est-ce que les associations qui sont en question, il me semble avoir lu dans ton livre mais qui date d'il y a 2 ans donc j'ai pas toute la mémoire, qu'il y avait des ONG qui étaient anti-plastique et en vérité dépendaient d'autres industries qui avaient d'autres intérêts. Tout à fait, tu as une partie que j'ai intitulée Plastique nucléaire, même combat. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est rendu compte que tu as les mêmes ONG qui ont tapé contre le nucléaire français à l'époque. Et notamment, je vais en citer une, c'est la fondation Heinrich Böll, qui est une ONG financée par l'Allemagne et qui est un satellite du Parti vert allemand. C'est pas juste des amis comme ça, c'est vraiment un satellite. Et en l'occurrence, je vous invite à lire le rapport de l'école de guerre économique qui est sorti fin d'année 2024, d'ailleurs sur la base de mes accusations au final, et qui confirme en fait cette position et qui trouve que même les Pays-Bas également ont financé également des actions avec les Amis de la Terre et ses fondations. Donc il y a, on va dire, des intérêts étrangers, il y a l'ennemi de l'intérieur, mais il y a aussi parfois les ennemis de l'extérieur. Et ce qui est intéressant, c'est que concernant l'Allemagne est quand même le numéro 1 de l'industrie plastique européenne et que ces ONG en Allemagne ne font pas le même travail là-bas qu'elles font ici. On va avancer votre coup de gueule ou coup de cœur plutôt? Oui, coup de cœur. Alors coup de cœur, oui, je lis l'intitulé, je m'étonne, mais oui, pourquoi? C'est un coup de cœur pour Renaud Muselier. Alors notez-le parce que ça va pas arriver souvent. Je fasse un coup de cœur pour Renaud Muselier. Mais il se trouve qu'il a pris une décision courageuse, Renaud Muselier. Il a décidé de ne pas accorder une aide financière à une école, à une association cinématographique parce qu'elle a utilisé l'écriture inclusive dans ses demandes et ses dossiers de subvention. Et que la région, depuis 2 ans, estime que l'écriture inclusive n'a pas raison d'être dans des documents officiels. Il se trouve qu'en effet, il y a des lois d'ailleurs qui ont été votées. On peut utiliser si on a envie pour se faire plaisir, mais comme on utilise le javanais, d'utiliser l'écriture inclusive. Il se trouve que dans les textes, et notamment les dépôts de dossiers, les demandes de subvention, on doit utiliser le français tout court et pas le français inclusif, dit inclusif. Et donc la région a décidé, elle a tenu bon, elle a décidé de tenir ça et elle se retrouve évidemment avec des accusations assez dégueulasses en vérité en disant oui mais regardez ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir effacer aussi les filles qui sont derrière les caméras de notre association, etc. Bon, on est toujours dans le même truc, c'est-à-dire qu'on prend quelque chose et on bouge systématiquement le curseur pour aller sur d'autres combats qui n'ont absolument rien à voir pour justifier le combat primordial. Bravo à la région, ils sont très courageux. 75 000 €, j'espère que c'est pas mal. Et j'espère qu'ils tiendront bien et que d'autres régions auront le même exemple, suivront le même exemple et n'accorderont pas des subventions quand des dossiers sont déposés en schmilblick. On vient exactement à la même problématique que pour ce que je disais tout à l'heure, la peur des politiques. Et c'est vraiment ce qui fait faire aujourd'hui, qu'il le fait depuis toujours, mais qui va être pour les 2 prochaines années, pour les échéances de 2027, la valeur la plus importante et extrêmement rare, ça va être le courage politique. Je pense que celui ou celle qui gagnera en 2027 sera vraiment quelqu'un
très courageux. Mais courageux, c'est pas dans les mots, on le sait. C'est comme Renaud Muselier, bravo mon ami Renaud. C'est dans les actes. Parce que ça fait très longtemps qu'on ne voit pas. Retailleau le fait en disant interdiction du voile, pas seulement du voile, d'ailleurs, tous les signes religieux à la fac. C'est un courage qui a manqué pendant 40 ans à tous les politiques de droite, de centre et de gauche. Et alors, les extrêmes n'en parlent pas parce qu'ils n'étaient pas au pouvoir. Aujourd'hui, le courage politique, denrée rare, va devenir le moteur de la prochaine présidentielle. Avis aux courageux. Ce qui fera peut-être d'ailleurs le tri en vérité de tous ces candidats qu'on voit arriver. Sélectif du courage, on va inventer. C'est le tri sélectif du courage, exactement. Et voilà, on a inventé une nouvelle notion. Il a 500 signatures, c'est le courage, c'est ça? Et il applique la jurisprudence Trump, avec le fameux décret qui interdit, on va dire, aux entreprises d'avoir des mesures d'inclusivité ou on va dire des choses comme ça. Il y a peut-être de ça aussi. Peut-être des relations avec les États-Unis, c'est possible. Finalement, le courage nous a été importé et on s'est dit tiens, pourquoi pas nous aussi. Et les USA, on a tellement critiqué les États-Unis. Petite pause pub depuis la foire de Paris. On se retrouve dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. En direct de la foire de Paris. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, nous allons revenir sur les manifestations du 1er mai hier avec des militants agressés parce que socialistes et juifs. C'est ce qui est arrivé à Jérôme Gage. Et un mot, moi, c'était mon coup de gueule, c'est de gueule, pardon, pas de gueule, c'est marrant ce lapsus. Les locaux de la maison d'édition, les PUF, vous savez, PUF Presse Universitaire de France, ont été vandalisés après la publication de Face à l'obscurantisme woke. Le livre est sorti finalement ? Ouais, le livre est sorti et les locaux ont été vandalisés. Donc c'est par des militants d'extrême gauche. Donc on pourrait imaginer qu'il y a une forme de liberté d'expression normalement dans la doctrine de l'extrême gauche. Et là on se rend compte que ce n'est absolument pas le cas. C'est totalitaire. Bah oui, là c'est totalitaire, c'est l'interdiction de publier un livre. 1er mai, donc des militants agressés parce que socialistes et juifs, le stand du Parti socialiste a été vandalisé, et puis la réaction de Marine Tondelier à qui nos confrères de BFM posaient la question hier en disant est-ce que vous regrettez ce qui est arrivé à Jérôme Gage, et en gros elle a répondu bah oui mais il l'a un peu cherché, enfin elle n'a pas dit il l'a un peu cherché mais c'est ce que ça voulait dire, il y va avec des journalistes donc il sait qu'il va se faire agresser et il se fait de la pub. Il a subi son 7 octobre à lui, il l'a un peu cherché, comme on a dit, dès le 7 octobre après-midi, LFI a dit qu'Israël l'avait bien cherché. Finalement, dans la rhétorique, vous savez, anti-juive, puisqu'antisémite, on a toujours la même chose. Depuis la nuit des temps, on attaque les juifs en disant qu'ils l'ont forcément bien cherché. Ils empoisonnent les puits, ils se servent du sang des enfants pour fabriquer la matzote, etc. Donc, hier, il a bien cherché, bien entendu. Il va à une fête du travail, il n'avait pas à être là parce qu'il est juif. Ah mais oui, je l'avais oublié, bien sûr. Donc, il mérite d'être frappé. Donc si on commence à rentrer dans cette rhétorique, d'abord c'est indigne de la gauche avec laquelle j'ai bossé il y a des années, la gauche républicaine, qui se battait encore pour des valeurs. Mais ne pas être au front, au contraire, pour empêcher ce genre de choses, ça montre à quel point la gauche n'est plus la gauche. Ouais. Alors elle s'est excusée, Marine Tondelier, et elle a pu répondre enfin à la question qui lui était posée de savoir s'il y avait un antisémitisme d'extrême gauche. Donc elle a publié un communiqué quant à savoir s'il existe un antisémitisme d'extrême gauche. La réponse est oui, comme dans l'ensemble de la société. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer là-dessus. Mais pourquoi elle n'a pas répondu hier ? Justement, parce que c'est un rétropédalage, mais c'est absolument honteux. Et c'est vrai que ça montre le niveau aussi des responsables politiques, secrétaire national écologiste, qui a été élu à plus de 73% dès le premier tour. Enfin, par 3 électeurs. Parce pas grave, ça montre que le combat d'idées, il a complètement lâché là-dessus et qu'il est incapable de dire naturellement, instinctivement, que c'est un sujet où il n'y a pas de mais après le oui. Donc oui, c'est grave pour Jérôme Gage, et elle a tout de suite mis le mais. Et c'est ça le vrai problème fondamental, c'est qu'il se trouve tout le temps des excuses à l'inexcusable, et aujourd'hui, la digue, l'étanchéité par rapport à ces idées nauséabondes n'existe plus. Et donc le show qui continue à faire, à essayer de préserver la chèvre et le chou, de faire en sorte de ne pas griller toutes les coalitions possibles pour 2027. On ne sait jamais, demain on ne va pas trop froisser la gauche, les filles, etc. Ben, au final, ils vont tout perdre. Oui. Ils vont tout perdre, et le PS, j'ai envie de dire, ça leur apprendra. À chaque fois qu'ils se prennent une baffe, ils tendent l'autre joue le PS. Ils ont un congrès bientôt, c'est le moment de couper les ponts avec tout cela. Mais en vérité, ça acte ça. Je suis d'accord. Arnaud, je suis d'accord avec vous. Ça acte ça en vérité. Ce qui s'est passé est un acte extrêmement politique. C'est
on a exfiltré le PS de la fête des ouvriers du 1er mai. C'est ça qui s'est passé. Bien sûr. Ils les ont exfiltrés, c'est-à-dire ils les ont chassés de là où ils appartenaient depuis toujours, la SFIO, puis le Parti Socialiste. On les a virés parce que c'est un rapport de force. C'est LFI qui a montré qu'ils étaient les plus forts et ils ont utilisé des proxys pour virer le Parti Socialiste de là. Et vous avez Marine Tondelier qui est comme ça, avec j'ai fait le signe des menottes, qui est comme ça, avec LFI, pour la bonne et simple raison, c'est que sans LFI, elle n'a pas de député. Et sans LFI, elle n'a pas les militants et elle n'a pas l'argent. C'est LFI qui est la force la plus importante de ce deal. C'est eux qui ont le plus de militants, c'est eux qui ont le plus d'argent. Et aujourd'hui, ils vont imposer un candidat. Vous verrez, une fois de plus, il y aura un candidat très fort de LFI. On voit d'ailleurs les sondages qui sortent. Jamais Jean-Luc Mélenchon, à 2 ans d'une élection présidentielle, ne fait un tel score dans les sondages. Il est déjà à 16. Évidemment. Oui, c'est ça, entre 12 et 16. Et je vous donne mon billet que l'élection de 2027 ne sera pas forcément celle à laquelle on s'attend. Genre RN contre l'extrême centre. Ça sera vraisemblablement l'extrême gauche contre vraisemblablement un candidat national ou un candidat qui sera sorti du chapeau. Ouais, celui qui saura faire surtout l'addition, j'espère, de toutes les forces républicaines. En gros, ce serait plutôt la dignité de la France d'avoir ce choix-là. On a quelqu'un qui est sorti de l'arc républicain depuis très longtemps, c'est le gourou de la secte indigne, Jean-Luc Mélenchon, pour ne pas le nommer. Et en face, il faut vraiment qu'il y ait une association à la fois centre, gauche et droite du socle républicain. S'il n'y a pas ça... Vous la voyez émerger où, cette force? Il reste 2 ans. Vous savez, on a vu les choses arriver en moins de temps que ça. Ouais. J'y crois. De toute façon, si on n'est pas optimiste, et si vraiment ils ne se regardent pas dans les yeux, je peux vous dire, quoi qu'il arrive, on va tous avoir une très mauvaise surprise, qu'elle soit l'extrême droite, d'extrême gauche. Et qu'à l'extrême droite, je ne le sais pas encore. Sur ce qui s'est passé hier, Joseph? Qu'on ait une écologiste qui fasse du rétropédalage, je ne suis pas trop surpris. Ouais. Mais honnêtement, Marine Tondelier a perdu tout crédit. Elle a perdu. Elle est excellente, elle est très très bonne. Hein. Elle a perdu vraiment tout crédit. Et je dis pas ça parce qu'il y a marqué Sofinco au-dessus. Ouais. Même si en partant, Marine Tondelier me fait plus penser à la concurrence CTLM. Mais en l'occurrence, c'est scandaleux ce qui se passe. Non, mais plus sérieusement, c'est vraiment scandaleux ce qui se passe. Hein. La gauche a toujours été, on va dire, et en tous les cas la gauche, on va dire républicaine, a toujours soutenu, on va dire, les musulmans et les juifs. Je veux dire que j'ai jamais vu, on va dire, un racisme pareil, on va dire, ou un antisémitisme pareil, on va dire, dans des manifestations. Et ça devient problématique. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des pans aujourd'hui de notre société, que ce soit des patrons, que ce soit les personnes aisées, que ce soit des juifs, que ce soit différentes catégories. Moi, je regarde la télé, c'est cassez-vous, cassez-vous, cassez-vous. Enfin, à un moment donné, il va rester plus personne, quoi, à un moment donné, quoi. Et la présence aussi des drapeaux palestiniens hier pour le 1er mai, c'est aussi quelque chose d'extraordinaire, parce que ça a fait que confirmer ce qu'on dit depuis des années, c'est que la classe à laquelle s'adresse LFI, ce n'est plus la classe ouvrière, c'est une classe communautaire. Et moi, je voulais juste leur dire un truc, ils ont oublié quelque chose, c'est que par rapport au 7 octobre 2023, vous savez, où vraiment du jour au lendemain, LFI a pris la cause palestinienne, même pour le 1er mai. Mais ils ont oublié quelque chose, et le 8 mai, c'est extraordinaire, dès le 8 octobre, c'est que dès le mois de juin 2023, en Israël, ils ont rouvert les permis de travail pour les travailleurs palestiniens. Et de nouveau, à Gaza, ils pouvaient venir travailler en Israël. Donc finalement, non seulement le Hamas a explosé toute crédibilité, a tué le rêve d'un État palestinien, mais aussi a permis malheureusement à tous ces travailleurs finalement de rester chez eux, de subir une guerre, et ils ont fait triple peine. Donc qu'ils n'oublient pas, s'ils sont vraiment le camp des travailleurs, de dire que le Hamas a joué contre les travailleurs palestiniens, les a empêchés d'avoir du travail tous les jours en Israël. Sauf qu'on le voit bien, ils s'en foutent des Palestiniens. C'est uniquement électoraliste, il se dit voilà, on est communautariste et on est là surtout pour pour bordéliser la société. Au-delà de ça, si on regarde ce qui est fascinant, c'est la sociologie. En politique, il faut toujours regarder la cartographie et la sociologie. Moi, à chaque fois, j'embête les gens avec qui je travaille, je les oblige à faire leurs devoirs et à regarder la sociologie. Les gens qui ont défilé hier au 1er mai, une grande partie d'entre eux sont des métropolitains urbains, c'est-à-dire ils habitent les grandes métropoles. Ce sont des gens qui défilent avec des drapeaux palestiniens
palestiniens qui font les damnés de la terre à 15 000 du mètre, à 12 000 du mètre, à 10 000 du mètre à Paris. Je veux dire, on est quand même très très loin de la France du labeur, qui a du mal à finir. France du bas. Qui a du mal à boucler les fins de mois. Ce sont des urbains privilégiés qui travaillent dans les services, ce sont des gens qui gagnent très bien leur vie, ou ce sont des gens qui sont des étudiants à perpétuité. Ceux qui étaient là hier, il y avait... Tanguy. Tanguy. Aucun rapport avec le député. Mais c'est vrai que très vite on a vu Assad Traoré, très vite on a vu les drapeaux palestiniens et très vite ces cortèges n'en Regardez les Black Blocs quand ils ont été arrêtés, il y avait des centraliens dedans, il y avait des étudiants, il y avait des banquiers, il y avait des fils de procureurs, etc. Enfin, je veux dire, c'est pas les damnés de la terre, hein, on parle pas de ça. Enfin, encore une fois, les gens se déguisent. On avait parlé les gens se déguisent en permanence. On avait parlé de Sciences Po. Voilà. Alors leurs parents étaient habillés en Bodoï. Leur oncle était habillé en Moudjahidine, eux ils sont habillés en je sais pas quoi d'ailleurs, ils se remettent aussi en ça dépend, ça dépend de la mode. La mode c'est le caissier aujourd'hui. Pas dans le 1er mai syndical là. Enfin, il y a quand même Dunkerque où pour le coup les travailleurs ont manifesté pour leur emploi. Parce on parlait de Paris. Quel rapport avec la Palestine et on va dire le fait d'avoir le droit de grève, le droit d'avoir des congés, des augmentations de salaire ou la retraite à 62, 60 ans. Heureusement qu'il y a des manifestations du 1er mai vraiment avec des ouvriers en France, parce que sinon si avec des gens, des intermittents, il y a des syndicalistes sincères, il y a des ouvriers, il faut qu'il y ait encore des usines. Hein. Vous savez, Hassan II à son époque, le roi du Maroc, avait dit que la cause palestinienne était l'aphrodisiaque du monde musulman, et dès que vous parliez de la cause palestinienne, ça crée l'unité. En fait, Mélenchon l'a bien entendu ça, il s'est dit, et si la cause palestinienne devenait l'aphrodisiaque en France? Mais il faut le dire ce qui est, malheureusement ça marche, mais sauf que c'est pas la cause palestinienne qui le défend, c'est la cause du Hamas. Et justement, ce qui est terrible, c'est il n'y a plus de place à la nuance, malheureusement. Voilà, plus laisser la place à la nuance. Exactement, il n'y a plus de nuance du tout. C'est ce qu'on appelle l'extrémisation totale de la pensée, l'extrémisation totale de la parole. Et en fait, il dit, il n'y a plus de nuance, on y va. Et ça marche. Aujourd'hui, Israélien égale juif, égale sioniste, égale anti-Gaza. Et ça marche, les gros paquets. Et vu que nous sommes dans une société totalement algorithmique, grâce aux réseaux sociaux, qui fait que on vous envoie exactement les contenus que vous avez envie d'entendre, vous vous dites que vous avez raison. Mais finalement, la vérité, elle est où? Le mensonge, il est où? Il est nulle part. Parce que vous avez raison avec vous-même et avec ceux qui disent exactement et qui pensent comme vous. Et malheureusement, aujourd'hui, ils sont en train d'inventer quelque chose de nouveau. Il faut le reconnaître, la secte indigne. Ils sont en train d'inventer une autre façon de faire de la politique. Ils ne sont pas sur le réel. Ils sont sur le fantasme. Le juif n'est pas juif, n'est même pas israélien. C'est l'ennemi public numéro 1, l'ennemi des ouvriers, l'ennemi des travailleurs, celui qui a l'argent, le pouvoir, les médias. On est vraiment dans la politique métaphysique. Et malheureusement, à ce jeu-là, les trotskistes sont bons. Sauf qu'en France, généralement, l'autre gauche qu'on appelle la gauche social-démocrate, elle a tout le temps réagi à ça et politiquement, elle a réussi à inverser cette tendance contrairement aux autres gauches européennes. Et je pense que c'est ça le pari qu'on peut espérer, la petite note d'espoir qu'il peut avoir à gauche, c'est avec le congrès du Parti Socialiste. J'ai aucun espoir ni dans le charisme ni dans la vision stratégique d'Olivier Faure. Non. Mais il se peut que les militants socialistes se disent à un moment donné, stop. On est dans un chemin qui est une impasse pour nous et que la gauche française, qui historiquement a toujours eu des moments de rupture comme ça, 1933, où d'ailleurs l'extrême gauche passait plus de temps à courser les sociodémocrates que l'extrême droite. Incroyable, on est à peu près dans la même situation aussi. Aujourd'hui, leur ennemi préféré, ce sont les gens de gauche qui ne pensent pas comme eux. Mais ils ne se soucient pas de la montée de l'extrême droite en France ou quoi que ce soit, c'est plus leur problème. Donc aujourd'hui, on est dans un même moment de rupture. Si le PS réagit, ce que j'espère, et se détache de cette gauche-là, et qu'il y a une autre gauche républicaine qui arrive à créer d'autres alliances, des coalitions qui pourraient répondre aux attentes de Français, ça pourrait ouvrir un autre espace et ça pourrait mettre fin au pari un peu douteux de Jean-Luc Mélenchon. En tout cas, ça, moi, c'est mon espoir, et je crois beaucoup au futur congrès du PS pour se détacher de cette gauche-là. Et la vision totalitaire de l'opinion aussi, parce qu'aujourd'hui, vous avez remarqué quand même, si vous n'êtes pas d'accord avec l'extrême gauche, qui que vous soyez, surtout de gauche, vous êtes forcément d'extrême droite. Exactement. En l'absence de nuances que vous repériez totalement justement tout à l'heure, il y a ça aussi. Finalement, il y a l'extrême droite collée à l'extrême gauche. Et en fait, l'extrême gauche vous accuse d'être d'extrême droite parce que vous n'êtes pas juste d'accord avec eux. C'est une vieille stratégie. Et ça fonctionne. Ça datait de l'époque stalinienne. Exactement. Le Cominform et le Comintern on accusait systématiquement les adversaires d'être fascistes. Voilà. Et ça, vous voyez, ça marche. Ça fonctionne. Ça marche encore. On va marquer une petite pause. On est en direct avec vous depuis la foire de Paris. Demain matin également, la matinale de Sud Radio sera ici en direct. Et on va parler de Marine Le Pen, de Jordan Bardella, qui se sont divisés sur le fond. On va en parler avec vous dans un instant.
Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord jusqu'à midi. On revient sur les différentes interventions hier de la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, ainsi que de Jordan Bardella. Alors ils sont un petit peu répartis les rôles. On avait Marine Le Pen qui était sur le social et on avait Jordan Bardella qui lui faisait son clin d'œil aux entreprises. Joseph Taillefer, vous étiez vous d'ailleurs au déjeuner-débat organisé par Sophie de Menton et son mouvement éthique et où était invité Jordan Bardella. Et vous me disiez qu'il avait fait beaucoup de progrès d'ailleurs en matière d'économie. Oui, alors il a déjà annoncé qu'il n'était pas socialiste. Donc il a pris des taxes, de manière claire et nette, il dit je ne suis pas socialiste. Et c'est vrai qu'il a été, je trouve, on va dire, beaucoup plus performant en tous les cas que ce qu'on a pu voir peut-être dans d'autres débats et sur des parties économiques, sur toute la partie droit de douane, sur la partie simplification, sur la partie surtransposition. Je pense qu'il a, on va dire, en tous les cas, il est bien conseillé, ça c'est clair, et il a en tous les cas des bons retours de terrain sur ce qu'attendent aujourd'hui les entreprises. Et c'est vrai, alors que moi je dis clairement, en tant qu'organisation, nous on est apolitique, on n'est ni droite ni gauche. Pour nous, l'industrie est au centre de tout, on va dire. Donc, mais c'est vrai qu'on constate quand même, au niveau des chefs d'entreprise, de moins en moins, on va dire, de réticence à faire des rencontres, à discuter et à débattre. Quand on a lancé, nous, l'invitation pour justement le déjeuner débat d'éthique, on a à peu près aujourd'hui 450 entreprises adhérentes. J'en ai eu 2 qui se sont plaintes de manière assez virulente, mais personne d'autre. On va dire 2 sur 450. Donc aujourd'hui, on va dire, il y a vraiment un changement de paradigme qui est en train d'être fait. Et c'est vrai qu'en tous les cas, à l'oral, en tous les cas, effectivement, il y a du progrès de la part de Jordan Bardella sur la partie économique. Oui. Et donc hier, Arnaud Stéphane, d'un côté Marine Le Pen qui parle d'une saignée sociale, qui parle des travailleurs, et de l'autre, Jordan Bardella qui lui... ils se sont répartis les rôles, c'est ça ? Ils se sont répartis les rôles parce que... On reste sous le contrôle de mon voisin. Ils ont fait quelque chose qui en politique n'est pas une bonne idée. Ils ont créé 2 marques au sein de la même structure. Ils ont créé 2 marques avec 2 identités, avec 2 représentations complètement différentes et en plus avec des positionnements qui parfois sont un peu contradictoires. Pourquoi Marine Le Pen a continué sur le social, etc. Parce que c'est son cœur de cible. Le cœur de cible de Marine Le Pen, c'est le passage de cette France du travail, celle qu'on a appelée la France des invisibles, c'est la France périphérique et rurale. Ça a été son créneau et son sillon depuis un peu plus de 10 ans qu'elle est présidente du RN, ce qui lui a permis en effet d'avoir une clientèle politique qui s'est très élargie sur les dernières années. La stratégie recherchée par Jordan Bardella, c'est de dire oui voilà, mais nous on a besoin aussi de faire le point de bascule et de pouvoir obtenir des patrons et des classes moyennes supérieures pour nous permettre de gagner. Bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit en vérité. Il se trouve qu'il ne faut pas mélanger 2 choses. C'est que la ligne majoritaire aujourd'hui, et dans l'électorat, et dans les cadres, et dans la direction du parti, si on fait case par case, c'est la ligne de Marine Le Pen. Ce qu'essaye de faire Jordan Bardella, c'est d'élargir toujours pareil. C'est-à-dire que le RN a peu d'alliés et il essaye toujours de faire de la concentration horizontale. Il rajoute un cube Lego à chaque fois en disant bah voilà, on a aussi des patrons, on a aussi des gens qui sont plutôt libéraux, etc. Le danger, c'est de troubler le message et de perdre une partie de l'électorat qui est extrêmement attaché à le fait qu'on reconnaisse qu'il y a un déclassement lié à la mondialisation, lié à la désindustrialisation, etc. Et qu'il y a une partie du patronat, je ne parle pas des PME, je ne parle pas des entreprises qui sont dans l'industrie, plutôt celles qui sont dans les services, celles qui sont dans la finance, celles qui sont aujourd'hui au MEDEF et qui n'entendent rien de ce que leur dit cette France des déclassés. Et ça, il y a une grosse différence. Et on notera quand même aussi un petit clin d'œil qu'a fait Jordan Bardella, ce qui est un signe aussi de fébrilité, je trouve. C'est qu'au même moment où il y avait cette réunion à Narbonne, où il y a eu beaucoup de monde d'ailleurs, il faut remarquer, d'ailleurs une jauge beaucoup plus importante que d'habitude sur des réunions du RN, on était bien au-delà des 3000 habituels, 3-4 000, et plus qu'au meeting qu'il y a eu à Paris pour soutenir Marine Le Pen. Au même moment, Marion Maréchal tenait une réunion pour fêter la Jeanne d'Arc à Domrémy. Et à la fin de son discours, Jordan Bardella, tout d'un coup, alors qu'il ne l'a jamais fait, nous a parlé de Jeanne d'Arc.
J'ai eu quasiment une petite larme. Ça vous a serré le cœur. Non mais là, le RN est en train de vivre le passage du surf sur les émotions à la réalité comptable. C'est vrai qu'ils ont monté, gagné pas mal d'élections, notamment dans les zones rurales, avec un message très simple, parfois des slogans qui suffisaient à répondre à la peur, aux craintes de nos concitoyens, complètement légitimes. L'idée n'est pas de remettre en cause là leur peur, leur crainte. Sauf que nous, le discours qu'on essaie de contrepeser au Rassemblement national, c'est de dire effectivement c'est bien de surfer sur les émotions des gens, sauf que la responsabilité du politique, c'est de proposer des projets crédibles qui puissent de manière durable répondre à ces peurs-là, plutôt que de dire vous avez raison d'avoir peur avec des réponses assez surfaciques. Et le monde professionnel, le monde économique, malheureusement lui, il a besoin de crédibilité et celle-ci passe par un projet finançable sérieux. C'est vrai que lors des 2 dernières présidentielles, face à Emmanuel Macron, à mon plus grand bonheur, le projet de Marine Le Pen n'a pas suffi à convaincre. Et d'ailleurs, elle en a beaucoup souffert malgré beaucoup de travail lors de la deuxième confrontation sur le sujet économique. Et la crédibilité est encore loin de là. Et c'est là la limite du populisme, c'est-à-dire que des messages simplistes sont très vite confrontés à la réalité économique. Aujourd'hui, on est dans un monde où les consommateurs essayent de dépenser de l'argent, des créditeurs essayent de créditer certains projets et malheureusement, on voit que la solvabilité est une toute autre histoire. Et répondre aux ambitions économiques d'un pays comme le nôtre ne se fera pas uniquement par des slogans et par des simplismes qui sont là, on voit qu'il y a un approfondissement il y a un début de réflexion des sujets. C'est intéressant pour le débat, mais concrètement, on n'arrive pas à sentir aussi les vraies tendances. Mais moi, je trouve qu'il y a une dialectique présidentielle entre les deux, en fait. Entre les deux en interne. Regardez, Marine Le Pen travaille pour le premier tour. Le premier tour, c'est je rassemble mon camp. Et Jordan Bardella, il est déjà sur le second tour, c'est j'élargis pour parler à tous les Français. Deux campagnes différentes. Non, complémentaires. Complémentaires, parce qu'un même candidat, que ce soit Nicolas Sarkozy ou Emmanuel Macron, et de toute façon, ça se fait comme ça dans toutes les présidentielles. Premier tour, vous parlez à votre camp. Parce que sinon, vous passez pas au deuxième. Et ensuite, derrière, vous élargissez. Et en fait, finalement, entre les deux, alors c'est pas le même candidat. Il y a une contradiction. Non, une complémentarité. Les attentes ne sont pas les mêmes. Politique. Les attentes ne sont pas les mêmes. Mais ils sont déjà en train de dire on veut que le RN soit parti de gouvernement. Pendant des années, le Front National était un parti de provocation, était là pour être l'aiguillon, pour gagner un peu d'argent pour durer. C'était pas là. Voilà, exactement. Depuis que le RN est là, d'abord on se dédiabolise. Ça, ils l'ont plutôt bien fait. Maintenant, on se crédibilise. Et pour se crédibiliser, il faut montrer qu'on est dans l'axe de la dialectique politicienne. Donc, aujourd'hui, Marine Le Pen parle encore, même si elle est virtuellement peut-être condamnée ou condamnable, on verra, parce qu'elle est évidemment, bien entendu, aujourd'hui présumée innocente, avant le mois de juin 2026, l'année prochaine, pour savoir en appel si elle est condamnée. Et donc, si elle a une peine d'inéligibilité, pour l'instant, elle parle à la base et lui se prépare non seulement à prendre le relais maintenant, c'est une très bonne stratégie parce que le pire, ce serait d'arriver hyper sûr de soi et d'être condamné en juin et d'improviser le retour de Bardella que tout le monde comprend aujourd'hui. Donc ils sont tous les deux dans une dialectique parallèle, donc ils n'ont pas intérêt à se taper dessus parce que lui, il est déjà dans le coup d'après et elle dans le coup de maintenant. Finalement, ils peuvent faire un petit braquage, surtout que n'oublions pas qu'aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, en phase 2, je pense que l'extrême gauche sera beaucoup plus forte qu'on l'imagine. Et il faut qu'ils incarnent aussi... Il y a un problème de crédibilité de Jordan Bardella. On parle beaucoup de son CV qui est vide. Et donc, pour le monde économique, c'est un gros problème quand même. Oui, mais il va falloir qu'il... C'est un problème qu'on ne pourra pas esquiver longtemps. Oui, mais autant Marine Le Pen sera incapable d'attirer la droite républicaine, autant Jordan Bardella a ce potentiel-là. Et vous le savez très bien que pour moi, Marine Le Pen, je l'ai annoncé il y a des années, ne sera jamais présidente de la République pour une raison personnelle, parce qu'elle n'est pas faite pour le job. Enfin, Jordan Bardella, il a peut-être pas l'expérience, il a une densité, il a du charisme, il a l'avenir devant lui. Pas de diplôme. Il reste 2 ans. Il a la volonté. Il a la volonté et il a le courage. Attention, attention. Vous croyez que c'est un avantage aujourd'hui d'avoir des diplômes? C'est important quand même. Je suis désolé, mais quand on n'arrive pas à valider une licence, ne serait-ce qu'en histoire, c'est compliqué d'avoir des grandes théories sur l'économie. Il y a eu des présidents du Sénat qui étaient garagistes et il y en a d'autres qui avaient des trucs. C'est pas la même histoire. Pierre Bérégovoy. Mais ça, j'y crois pas du tout. En termes de crédibilité, ça posera un problème. Les Français s'en foutent. La politique, c'est pas ça. Ils ne comptent pas les mêmes, je pense. Surtout le vote des jeunes qu'il faudra regarder. Exactement. Le vote des jeunes, c'est plutôt inquiétant parce que vous allez d'ailleurs pour le centre et pour le centre, ça va être très inquiétant parce qu'il y a là aussi la sociologie. Vous allez avoir une réduction considérable de l'électorat âgé, qui est un électorat qui vote d'habitude beaucoup plus pour le centre ou la droite modérée et qui va considérablement se réduire dans les années qui viennent. Et vous allez avoir donc une prime à l'électorat jeune qui tout d'un coup va peser beaucoup plus en termes de voix. Or, les primo-votants votent
beaucoup pour Jean-Luc J'ai les chiffres. Mélenchon. Non. Les 24. Alors j'ai les chiffres. Alors j'ai le chiffre. 81% des jeunes Français de moins de 25 ans, 81% votent aux 2 tiers pour le RN et le tiers pour LFI, ce qui est déjà monstrueux. On parle de millions de gens, donc attention. 80% des moins de 25, c'est eux qui vont peut-être faire basculer la présidence en 2027. Donc c'est facile de dire, c'est le plus de 60 qui votent. Je suis désolé, aujourd'hui, ce sont les partis extrêmes, si on peut considérer droite et gauche, qu'il faut monter l'électorat des jeunes de moins de 25 ans. Les primo-votants, les très jeunes votants, c'est vraiment Jean-Luc Mélenchon, il est vraiment devant. Et le RN. Et la dernière chose, si vous me permettez, c'est que il y a un risque pour le RN, c'est que justement, à trop vouloir mettre une stratégie de différenciation avec Jordan Bardella, c'est qu'il a été le capitaine Drago dans le désert des Tartares, c'est-à-dire là où il n'y a pas d'électeurs, c'est-à-dire à assécher complètement son socle électoral en voulant quitter le socle électoral traditionnel. Voilà, il y a un vrai risque. Pour l'instant, il en fait un tout petit chouïa un peu trop vers un électorat qui n'est pas le sien et qui risque de rebuter son électorat traditionnel. Voilà. C'est fini pour cette matinée en direct du stand Sofinco, Hall 3 depuis la foire de Paris. La foire de Paris qui dure encore pendant une dizaine de jours. Vous pouvez, c'est à la porte de Versailles, c'est jusqu'au 11 mai. Il y aura même une nocturne et Sud Radio est présent. Et demain matin, la matinale de Sud Radio sera ici. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne balade. Nous, on va aller faire des courses maintenant. Allez, on va manger. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai.